Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement. Un peu bizarre, mais on est là. Il paraît que moi c'est Thibaut. Bonjour, hello. Et il paraît qu'on est en live actuellement avec le chat et qu'on est en train d'enregistrer du coup cet épisode. Hey! Parce que je reviens de vacances, parce qu'il paraît qu'on me harcèle pour avoir les analyses des spoilers. Donc bah voilà, je fais tout de suite et on est parti. Voilà. Donc dites bonjour à YouTube, le chat. Ils vous verront pas, mais l'intention est là. Du coup, petit rappel, on va passer par la phase de pub, comme avant toute bonne vidéo de la tour qui se respecte. Et je vais commencer par dire que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Il paraît qu'en plus, ils défilent là-haut, là, vous voyez, dans ce coin-là. C'est ça la technologie du live. Hein. Du coup, vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram. Et voilà, bah, vous avez également Twitch. Ce sera dommage de rater les prochains lives de la tour. Mais du coup, bah voilà, allez nous suivre là-bas. Vous aurez toutes les infos sur la tour en général. Sinon, bah également notre chaîne Twitch, hein, comme je le dis. Et également notre chaîne des replays. Du coup, voilà, ça c'est valable également pour le chat qui nous regarde actuellement. C'est la chaîne des archives de la tour. Alors oui, je sais que je suis un petit peu à la bourre actuellement, mais vous inquiétez pas, c'est juste qu'il y avait beaucoup de vidéos à gérer, à traiter avant de pouvoir tout poster. Voilà. Donc du coup, les archives de la tour, qui sont notre chaîne de replay, enfin qui est notre chaîne de replay, sur laquelle bah, vous retrouvez tous les replays de la tour, sauf celui-ci qui va être sur la chaîne principale. Parce que, voilà. C'est tout. Bref. Et bien sûr, comme à chaque fois, pour finir cette phase de pub, je vais faire la même chose que d'habitude, je vais remercier les tipeurs qui nous soutiennent financièrement tous les mois et qui le font ben, soit en échange de contrepartie, soit en échange de rien du tout, parce qu'ils ont juste envie de nous soutenir. Et bah, c'est eux qui nous permettent de continuer à faire ces vidéos, à faire ces lives, à faire des grands projets comme le Week-end de la Tour, dont vous avez probablement entendu parler, parce que je risque d'en parler encore beaucoup d'ici la fin du mois d'août durant lequel il se déroule. Donc ouais, voilà, bah, allez suivre et regardez ce que c'est. Voilà, informez-vous, c'est bien. Il paraît que c'est un gros événement commandeur, que ça va vous plaire. Enfin, vous êtes là pour le commandeur, donc du coup, ça risque de vous plaire, quoi. Bref. Et du coup, bah merci à nos tipeurs de nous permettre de faire ça et d'avoir les moyens d'organiser ça, parce que c'est quand même un gros morceau. Voilà. Donc merci à vous, et on va remercier également, vu qu'on est en live, tous les abonnés Twitch, quoi. Voilà, ça c'est aussi du soutien, hein, voilà, et c'est pareil. Voilà. Bref. Du coup, passons maintenant au spoiler. Alors, voilà le setup pour aujourd'hui. Tac tac. On va parler aujourd'hui des commandants de l'édition. Alors, l'édition, hein, voilà, dans les boosters, vous allez pouvoir trouver ces cartes-là. Je ne parle pas des préconstruits aujourd'hui. Par pitié, ne me dites pas, vous avez oublié tel commandant. Non. Il y a 30 commandants dans l'édition, à moins que je me sois vraiment foiré. Mais du coup, il y a 30 commandants dans l'édition qui sont présents. Et aujourd'hui, ben, on va en parler un par un, voilà. Et on va commencer dans l'ordre, bien sûr, des couleurs, vous me connaissez. Même s'il y a un cycle de dragon légendaire. Avant toute chose, je vais préciser les questions de règles, enfin les points de règles particuliers, quand tu auras besoin de les préciser, voilà, hein, il paraît. Et également, voilà, je vais donner mon avis sur chacun des commandants, vous savez comment ça fonctionne. Si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de la vidéo, ou bien dans le chat, le chat, voilà. Et je pourrais pas y répondre, à part à l'écrit, donc voilà, on fera comme ça, et voilà. Bref, on va analyser tout ça et on va commencer avec Glacemort, Tyran des Glaces, un dragon légendaire qui coûte 4 dons de blanc, c'est une 4-3, vol vigilance, et quand il meurt, vous créez Glacemort, langue des glaces, un jeton d'artefact légendaire blanc équipement avec la créature équipée, gagne +2/+0, et à chaque fois que la créature équipée attaque, engagez une créature ciblée qu'un joueur défenseur contrôle, et qui a l'équipement 2, donc... c'est assez original, oui, on va le dire tout de suite. Alors, évidemment, on est en Donjons et Dragons. Voilà, donc, oui, on va avoir des dragons. Il y en a un dans chaque couleur. Et ici, on a Glacemort. Alors, je ne suis pas du tout familier avec le lore de Donjons et Dragons, hein. Donc, vous ne m'en voudrez pas si j'écorche des noms, ou si je sais pas qui c'est, je m'en fous. Voilà, bref. Donc, tant mieux pour les fans, et pour moi, bah, c'est un dragon, voilà. Et il est blanc. Donc... qu'est-ce qu'on dit de ce dragon? Bah en tant que commandant quand même... c'est pas terrible quoi. Il y a vraiment une certaine difficulté à tourner autour. En fait, ce que j'aime bien dans cette carte-là, c'est le fait que elle a déjà de bonnes statistiques. Elle est 4-3, bon 4-3, ok ça aurait pu être une 4-4, mais bon on va peut-être pas tout demander non plus. Donc du coup une 4-3, elle coûte que 4 mana pour un dragon, c'est très peu cher, ce qui peut être très bien dans certains decks dragons.
et derrière, elle a le vol, la vigilance. Et globalement, ben, sa deuxième capacité, la capacité déclenchée, enfin plutôt la capacité déclenchée, c'est le truc qui me fait tiquer un petit peu, c'est intéressant. Je veux dire, bon, elle meurt une fois, du coup, t'as un équipement que tu peux lui attacher derrière, donc on pourrait presque partir sur un simili Voltron. Mais le problème derrière, c'est que, en fait, Glassmore, ben, étant donné qu'il crée un équipement légendaire, ça veut dire que ton équipement derrière, s'il meurt plusieurs fois, ben, tu le perds, quoi. Tu vas pouvoir en garder qu'un seul. Donc, c'est un peu compliqué, quoi. Je me dis bien que dans d'autres formats, ça va être très efficace, globalement. Parce que bon, voilà, c'est quand même une bonne bête qui vole et tout. Et je pense qu'en commandeur, on peut en tirer quelque chose. Je pense que dans un deck 5 couleurs dragon, c'est évident que c'est un très bon dragon qui va pouvoir rentrer dedans, rien que parce que bah, il vole, il est pas cher, il a des bonnes stats, il a la vigilance en plus, et en plus, quand il meurt, il fait quelque chose. Donc, il y a un réel intérêt autour. En tant que commandant, ah, voilà, c'est pas possible, je pense pas. Voilà. Donc, non. Pour moi, là, on doit passer sur Glassmore, voilà. Deuxième commandant blanc, c'est Nadar, paladin dévoué, un dragon et chevalier, et ouais, on peut être les deux en même temps. C'est une 3-3 qui coûte 3 dont un blanc, il a la vigilance, et chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou attaque, aventurez-vous dans le donjon. Ce qui veut dire entrer dans la première pièce ou avancer jusqu'à la pièce suivante. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 tant que vous avez terminé un donjon. Et là, du coup, je vais devoir expliquer qu'est-ce que c'est le donjon. En fait, du coup, je vais vous l'afficher dans quelques secondes, mais il y a 3 donjons différents qui existent et que vous allez pouvoir explorer, du coup, quand une carte vous dit « Aventurez-vous dans le donjon ». En gros, si jamais vous n'êtes pas dans un donjon, vous allez pouvoir rentrer dans la première pièce du donjon. Si vous êtes déjà dans un donjon, vous devez absolument le terminer avant d'en commencer un autre. Vous allez devoir changer de pièce et du coup avancer dans celle-ci. Et je vais vous montrer du coup les 3 donjons qui existent. Le premier donjon, c'est le donjon du mage dément. Donc du coup, bah, vous voyez, il y a une pièce, voilà. C'est très visuel hein, comme modèle. Donc vous avez la première pièce qui est tout en haut, et du coup le but c'est d'arriver jusqu'en bas, et quand vous arrivez à la dernière pièce, vous avez terminé un donjon. Voilà. Du coup, la première pièce c'est le portail béant, vous gagnez 1 point de vie. La deuxième pièce, on a le niveau du donjon, vous regardez 1. Ensuite, vous avez d'un côté le bazar gobelin qui vous crée un trésor, l'autre c'est les cavernes tortueuses qui vous font qu'une créature ciblée ne peut pas attaquer jusqu'à votre prochain tour. On a le niveau perdu qui vous fait regard 2, on a les grottes de la pierre unique qui font exiler 2 cartes du sud de votre bibliothèque et vous pouvez les jouer. Le cimetière de Mural de l'autre côté qui dit que vous créez 2 squelettes, voilà, 1-1. Les mines profondes qui font regard 3, donc on a encore une fois du regard qui augmente. Et le repère du mage dément, donc du coup, qui dit piochez 3 cartes et révélez-les. Vous pouvez lancer l'une d'elles sans payer son coût de mana. Du coup, vous voyez, on peut explorer le donjon, en fait, vous aventurer dans le donjon plusieurs fois durant le même tour, ce qui fait qu'on avance, on peut avancer. Bien évidemment, ce sont des effets qui vont être très spécifiques à l'édition. Donc voilà, déjà c'est un petit peu particulier là-dessus. Ça c'est le premier donjon, bon, si on l'analyse vite fait, parce que bon, on va devoir l'analyser ici, puisqu'on va parler du commandant qui est à côté, hein, bien sûr. C'est vrai que là on est sur beaucoup du regard, avec la capacité éventuellement de pouvoir, derrière, lancer un sort gratuitement, sachant qu'on a fait regard 3 juste avant, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est assez intéressant, je le trouve plutôt sympa. La mine oubliée de Fancreux, alors là du coup vous voyez qu'il y a beaucoup moins de pièces mais avec plus d'options possibles. Donc on a l'entrée du souterrain regard 1, ensuite on a le repère de gobelins qui vous crée un jeton gobelin 1-1. On a ensuite les tunnels de la mine qui créent un jeton trésor. Et ensuite on a le choix entre 3 salles différentes, mais vous voyez on peut pas y accéder de partout, hein, voilà. La réserve qui met un marqueur de sur une créature ciblée. Le bassin obscur qui dit que chaque adversaire perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. Et la caverne fongique qui met -4, -0 à une créature ciblée jusqu'à votre prochain tour. Et le temple, à la fin, qui dit piocher une carte. Ici, c'est quand même un peu plus flexible, honnêtement. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, différentes. On a du jeton, on a de la perte de points de vie, des malus, des bonus, du trésor, et piocher une carte à la fin. Donc c'est vraiment, là, il y a beaucoup de possibilités en tout. Et le dernier donjon, c'est la tombe de l'annihilation. Donc l'entrée est piégée, donc chaque joueur perd 1 point de vie. Ok. Ensuite, on a 2 côtés, et là vous voyez tout de suite qu'il y en a un qui est beaucoup plus court que l'autre. Le voile de la terreur, chaque adversaire perd 2 points de vie, à moins qu'il ne se défausse d'une carte. Les cellules ensablées, chaque joueur perd 2 points de vie, à moins qu'il ne sacrifie un artefact, une créature ou un terrain. Donc là, c'est vraiment voilà, la défausse, le sacrifice. Et de l'autre côté, on a l'oubliette, qui dit défaussez-vous d'une carte et sacrifiez un artefact, une créature et un terrain. Voilà, donc là, ok. C'est pas pareil, quoi. Je veux dire, d'un côté, on a les adversaires et les joueurs, et de l'autre côté, on a juste vous. Ok. Et tout ça pour arriver à la dernière pièce, qui est le berceau du dieu de la mort. Vous créez l'Atropale, un jeton de créature légendaire, 4/4 noir, dieu et horreur, avec le contact mortel.
Là, on voit tout de suite que le but, c'est d'arriver à la dernière pièce. Hein, parce que bon, le reste est plutôt sympathique dans certains jeux, mais voilà, bref. On va retourner à notre commandant, maintenant qu'on a analysé tout ça. Donc, Nadar. Nadar, lui, je pense qu'il fonctionnera mieux avec celui, justement, qui fournit des bonus et des jetons. Parce qu'on a tous ce but d'avoir plusieurs créatures disponibles, notamment pour, quand on a terminé le donjon, donner un plus un plus un. C'est un effet d'antienne qui est plutôt classique, j'ai envie de dire, mais qui est pas non plus... voilà, c'est pas non plus énorme, parce qu'en fait, les boosts des donjons, vous les avez vus, ils sont sympathiques. Ils sont pas non plus exceptionnellement pétés, parce que c'était pas le but, sinon on avait une mécanique qui défonçait le format, et c'était pas le but non plus. Le souci, c'est que du coup, Nadar, d'un seul coup, il perd un peu de son intérêt, quoi. Il y a un avantage, il y a des trucs à faire avec, ça va être sympa, mais malheureusement, je pense pas qu'il va aller très loin non plus. Donc dans un mono white, voilà, il peut fonctionner en tant que commandant, ça va être bien, ça va être cool, mais ça va pas non plus être exceptionnellement pété. Voilà. Si vous avez une autre idée autour de Nadar, écoutez, dites-le en commentaire. Ensuite, on a Oswald de Thorviolon. Eh ouais. Un gnome et artificier 2-2 pour 2 dont un blanc. Il a le bricolage magique, alors c'est une... Voilà, c'est une capacité qui est en fait flavor. Voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt dans l'édition au niveau de ces capacités-là. Donc pour un blanc et en engageant et en sacrifiant un artefact, vous cherchez dans votre bibliothèque une carte d'artefact avec une valeur de mana égale à 1, plus la valeur de mana de l'artefact sacrifié, et vous la mettez sur le champ de bataille, puis vous mélangez uniquement en rituel, que vous pouvez l'activer. Et Oswald Thorviolon, vous avez reconnu, c'est une cause de gestation, qui était pour créatures, en blanc, ici, pour les artefacts. Voilà, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Oui, voilà, je vois que le chat, on me dit, Osgir dit oui, oui, voilà, oui, en effet, on a envie de jouer ça dans Osgir. On peut sacrifier un artefact pour aller chercher un autre artefact derrière. C'est très intéressant. Donc, vraiment, j'ai l'impression qu'Oswald, il y a des trucs à faire autour. J'ai pas encore trop d'idées, bien sûr, je pense qu'il y a moyen de craquer le truc un petit peu. Alors bon, évidemment, il faudrait qu'on puisse le détaper, le rengager en boucle, pour pouvoir aller chercher les artefacts qu'on veut, mais rien que sur le long terme, en fait, au bout de quelques tours, on peut très bien aller tuto l'artefact qu'il nous faut, parce que par exemple, tous nos artefacts sont à 1, 2, 3, 4, et du coup on sacrifie un artefact à 3 pour aller chercher l'artefact à 4 qui va nous faire la différence, quoi. Donc, c'est super intéressant, et je pense que ça peut rentrer dans beaucoup de decks, en fait, hein. Vraiment, vraiment beaucoup de decks, autour des artefacts, autour du sacrifice aussi, donc voilà, pourquoi pas autour de la réanimation d'artefacts. Téchar, non, Téchar malheureusement n'a pas besoin de ça, Téchar joue les petits artefacts, il s'en fout. Voilà, Arthos à 3, Into KCI, voilà, oui, en effet, c'est exactement le genre de choses qu'on peut faire, voilà. Donc, oui, il y a du potentiel autour, voilà. Je pense que, allez-y, hein, dans les commentaires, montrez-nous comment vous avez trouvé pour le craquer, parce que là, il y a du stock, à mon avis. On n'est pas sorti de la liste des choses à faire avec lui. Pour commencer les commandants bleus, on commence avec une horreur, qui s'appelle Grazilax, l'érudit Illithide, qui est une 3-2 pour 3 dans 2 bleus. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient bloquée, vous pouvez la renvoyer dans la main de son propriétaire. Et à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Alors, on va lui faire un sort tout de suite. Sa première capacité, c'est l'enchantement ninja qui existait dans Modern Horizon 1 et qui faisait à peu près pareil. Voilà, je vous l'affiche pour la vidéo. Et c'est exactement la même chose. Je veux dire, voilà, une créature est bloquée, hop, on la renvoie dans la main. Si on le souhaite, c'est même pas obligatoire. Donc c'est la même chose, exactement la même chose. L'autre capacité, malheureusement, c'est un peu une piraterie côtière, ou d'autres trucs, un bilan de Tassa du même genre. Sauf que là, c'est, si vous avez plusieurs créatures qui vont taper en même temps les adversaires, vous piocherez quand même qu'une seule carte, parce que c'est à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur. Donc, vous allez piocher une fois par tour au maximum, et c'est à peu près tout. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire autour de ce commandant-là. En tant que commandant, en fait, je vois pas vraiment dans quelle direction il va, parce que, disons que pour avoir le côté renvoyer la main de son propriétaire, on a des commandants qui le font mieux, on a des commandants avec lesquels c'est plus utile, donc lui on le jouera pas en tant que commandant, en fait. Je pense qu'on va le jouer en tant que support dans un deck, pourquoi pas, en effet, le mettre dans le deck Yuriko, hein. Je veux dire, voilà, deck ninja, en effet, ça a l'air sympathique, quoi. C'est juste... Voilà, c'est sympathique pour ce type de deck très particulier, et je pense qu'il va pas rentrer dans beaucoup de decks, quoi, derrière. Après, voilà, si vous avez, par exemple, un deck Voltron avec du bleu, dans lequel vous avez souvent une créature qui est imbloquable qui va attaquer,
bah Grazilax, c'est vrai que s'il attaque toute seule, bah, lui il est content, il fera quand même piocher une carte. C'est un mini piraterie côtière slash Bidantassa parce que c'est moins fort, quoi. Mais c'est bien quand vous n'avez pas beaucoup de créatures non plus. Voilà. Donc, voilà. C'est un petit peu compliqué pour lui. Il a de la concurrence dans le format. Passons maintenant au dragon bleu. Non, pas le dragon blanc aux yeux bleus, non, le dragon bleu ici. C'est Imrit. Imrit, fléau du désert. Oui, il est bleu, fléau du désert, oui, bah voilà. Donc un dragon légendaire qui coûte 5, dont 2 bleus, c'est une 5-5 vol. Il a la parade 4 tant qu'il est dégagé. On était prévenu, la parade devient une capacité evergreen qu'on reverra régulièrement. Et à chaque fois que Imrit inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Puis, si vous avez moins de 3 cartes en main, piochez un nombre de cartes égal à la différence. Ah, Imrit. Alors j'ai vu déjà des mèmes sur le net qui passaient avec le fait que Imrit, c'est Ojutai Seigneur Dragon en mieux. C'est un copycat un petit peu. C'est vrai que ça ressemble beaucoup. Voilà, je vous mets la carte également à côté. Hein. Vous avez... on est quasiment dans la même chose en fait. Voilà. C'est assez dingue en fait. Je le trouve très bien ce dragon. Hein. Il est vraiment très bien parce que... Moi, je vais vous dire dans quel type de deck je le verrai. Dans un deck Voltron Control. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, alors... Ma théorie, c'est qu'en gros, les decks contrôlent en commandeur pour avoir une condition de win principale, en dehors de faire chier les adversaires pour qu'ils quittent la partie. Non, je déconne, hein, évidemment. Mais là, un deck qui se veut contrôle, qui veut contrôler un maximum la partie et empêcher les adversaires de jouer, donc un petit peu stacks également, généralement, ils vont avoir besoin d'un moyen de kill qui est assez simple à mettre en place, c'est-à-dire le commandant. Si le commandant est puissant et qu'en même temps il propose quelque chose comme... Eh ben, et déjà, lui, il a la parade 4 quand il est dégagé, t'es là, bah, du coup, c'est chiant à gérer. Et l'autre côté, en plus, tu récupères de la pioche, ici, c'est intéressant. Et en plus, c'est un body volant qui est plutôt pas mal, hein, 5-5 vols pour 5, c'est bien, hein, je trouve très très bien. Mais globalement, du coup, je trouve que ce dragon, ce fléau du désert, eh ben, il tient la route, quoi. Il est vraiment bien, parce que derrière... Bah, si tu passes ton temps justement à contrecarrer des sorts, à gérer des créatures, etc. Alors en mono bleu c'est faisable, hein, t'es connais pas, on a eu beaucoup de cartes récemment qui permettent de le faire. Eh ben, Imrit, en fait, ce qu'il peut faire, c'est juste te remplir la main à nouveau, quoi. Parce que cette dernière capacité qui dit tu pioches une carte, mais si jamais t'as moins de 3 cartes, allez, écoute, moi je te fais le stock, on rajoute 2 cartes de plus pour arriver à 3. Ok, moi je le trouve génial, hein. Je veux dire, ça veut dire que dans les cas où tu vides ta main sur un tour, notamment avant d'attaquer avec Imrit, et avant d'infliger des blessures, ça veut dire que derrière, tu reprends des cartes, quoi, 3 cartes d'un coup, c'est énorme sur juste, ton commandant il a touché un adversaire, quoi. Moi je le trouve très bien. Il a déjà les capacités d'évasion qui sont propres au Voltron, il a déjà un body qui est intéressant pour le Voltron, même s'il n'est pas ultime, hein. On n'est pas au fameux 7 points de dégâts, donc du coup, en 3 fois tu tues un adversaire. Mais c'est suffisamment intéressant en fait. Je le trouve vraiment bien, et en dehors de son propre deck, hein, dans les decks dragons en général, je pense que ça va être une très bonne carte, hein, juste pour remplir la main à nouveau au moment où peut-être vous aurez mis vos dragons, il n'y en aura plus en stock, ça a un deck qui a du mal à piocher, lui il est là pour justement rapporter cette pioche, quoi. Vraiment, je suis tout à fait convaincu par Imrit. Ensuite, on va commencer les commandants noirs avec un gros morceau, c'est Acererak, l'Archiliche, qui est un zombie et sorcier 5-5 pour 3, dont un noir. Oui, oui, vous avez bien entendu. Et quand il arrive sur le champ de bataille, si vous n'avez pas terminé la tombe de l'annihilation, c'est un des donjons dont j'ai parlé tout à l'heure, renvoyez Acererak, l'Archiliche, dans la main de son propriétaire, et aventurez-vous dans le donjon. A chaque fois qu'Acererak, l'Archiliche, attaque, pour chaque adversaire, créez un jeton de zombie de 2 noirs, à moins que ce joueur ne sacrifie une créature. Ok. On va faire une pause tout de suite. Alors, on a besoin d'expliquer la première capacité. Donc du coup, comme j'ai dit, aventurez-vous dans le donjon, ça veut dire si vous êtes déjà dans un donjon, vous devez avancer dans la pièce qui suit. Voilà, l'une des pièces suivantes. Si vous n'êtes pas dans un donjon, vous rentrez dans l'un des donjons, donc vous rentrez dans la première pièce de l'un des 3 donjons disponibles. On n'a pas besoin d'avoir les cartes physiques d'ailleurs, hein, je vous préviens tout de suite. Donc globalement, ici, il y a une technique en fait, parce que Acererak ne vous oblige pas à rentrer dans le donjon qui s'appelle la tombe de l'annihilation. Non. Il vous dit juste, aventurez-vous dans le donjon. Donc vous pouvez très bien, toujours, absolument toujours, rentrer dans un autre donjon et ne jamais finir la tombe de l'annihilation. Puisque vous l'aurez jamais commencé en fait. Voilà. Donc,
pour rappel, terminer un donjon, c'est-à-dire arriver à la dernière pièce du donjon en question, donc du coup, résoudre la capacité, etc. Vous avez terminé ce donjon. Bref. La dernière capacité, on s'en fout, en fait. Voilà. Il y a une combo avec Acererak qui est complètement stupide, qui est en fait, tout simplement, le fait que vous pouvez jouer avec Aluren à côté. Aluren qui est ce fameux enchantement à 4 en vert, oui en vert, donc du coup ce sera pas lui le commandant bien évidemment, mais en vert, et qui vous dit, les créatures à 3, tout le monde, absolument tout le monde, peut les jouer en flash gratuitement depuis sa main. Voilà. Et le truc c'est que Acererak a le bon goût de coûter 3. Donc du coup vous le jouez, vous aventurez dans le donjon mais vous n'avez pas fini la tombe de l'annihilation, sa capacité se déclenche, vous le renvoyez en main, vous pouvez le rejouer gratuitement grâce à Aluren, et vous faites comme ça, en boucle. Et surtout, si vous avez bien capté, ce donjon-là, qui s'appelle la mine oubliée de Fancreux, qui n'est pas le donjon qui doit être terminé pour ce commandant, eh bien, il a le bassin obscur en plein milieu, qui dit que chaque adversaire perd un point de vie, et vous gagnez un point de vie. Donc du coup, en faisant ça en boucle, et en vous aventurant dans le donjon à chaque fois que lui va rentrer en jeu, parce qu'il dit, t'as pas fini la tombe de l'annihilation, aventure-toi dans le donjon. Ouais, mais nous, on dit, non, on veut pas aller dans la tombe de l'annihilation, on veut aller dans la mine oubliée de Fancreux, parce que la mine oubliée de Fancreux, elle nous fait du regard 1 à l'infini, ce qui est un peu inutile, elle nous fait des trésors et des jetons infinis, et derrière, elle fait de la perte de points de vie infinie et de la pioche infinie. Ah ouais, c'est drôle, hein. C'est drôle, hein. C'est vraiment très amusant. Je trouve ça un petit peu craqué, et après, bon, évidemment, ça veut dire que Acerax ne peut pas être le commandant de ce deck. Voilà, donc ça veut dire qu'on doit avoir un deck noir-vert, mais alors déjà, il y a du noir, donc les tutos, quoi, les tutos. Et globalement, en plus, les tutos à créatures en vert, je pense qu'il n'y a pas vraiment à trop s'inquiéter pour que ce deck fonctionne. Le problème, c'est que c'est une combo qui est, comme du coup, elle n'est pas entre le commandant et une carte du deck, ça veut dire qu'on va retrouver beaucoup de gens, c'est un petit truc qui m'inquiète, et s'il vous plaît, ne le faites pas, par pitié, ne le faites pas. On va retrouver beaucoup de gens, je pense, qui, en jouant du noir et du vert, vont se mettre à mettre cette combo-là parce qu'elle est facile. Alors bon, voilà, je pense vraiment ne le faites pas. Faites-le si ça a vraiment un intérêt, que vous jouez à Aluren dans le deck, parce qu'il a déjà un intérêt avec d'autres cartes du deck, éventuellement avec votre commandant, et derrière, Acerax doit être une autre condition de victoire, éventuellement. Bref, voilà. Mais en dehors de ça, en dehors de cette combo-là, je le trouve très sympa en fait, c'est que globalement, il vous donne un objectif de base, c'est-à-dire avoir complété un donjon. Si vous le faites pas, au moins vous avez payé 3 en fait pour vous aventurer dans le donjon. Vous avez techniquement fait rentrer également une créature sur le champ de bataille, donc il peut avoir des capacités déclenchées, c'est cool. Et surtout, derrière sa deuxième capacité, moi je l'aime bien, elle est cool, hein. Elle est vraiment cool. C'est voilà, pour chaque adversaire, tu crées un zombie, et ensuite derrière, à moins que ce joueur ne sacrifie une créature. Ce qui est vraiment très oppressif en fait, hein. Parce qu'il attaque un joueur, mais techniquement c'est tous les adversaires qui vont se retrouver à devoir sacrifier une créature. Donc c'est quand même pas mal quoi. Et derrière, vos zombies ils sont pas engagés, il n'y a pas de défaut en fait. Cette carte-là, en dehors de la combo que j'ai énoncée juste avant, même en tant que tel, dans un deck, en tant que commandant, ou dans d'autres decks qui vont par exemple vouloir faire sacrifier les adversaires, je la trouve très bien quoi. Elle est vraiment très bien, dans un deck zombie aussi. Et voilà. Et je veux dire, franchement, là, pour le moment, c'est un de mes commandants préférés, hein. Je vais avouer, en dehors de la combo stupide, il propose des choses intéressantes aussi. On continue avec le noir et Asmodée l'Archifiélon, un diable et dieu. Et ouais, tu vas faire quoi? Et Antibald se penser le meilleur, voilà, non. C'est une 6-6 pour 6 non 2 noirs, il a le pacte, c'est bon, voilà, encore une fois Flavor, hein, comme j'ai dit. Si vous deviez piocher une carte, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque face cachée à la place. Vous payez 3 noirs, vous piochez 7 cartes. Et vous payez 1 noir, renvoyez toutes les cartes exilées par Asmodée l'Archifiélon dans la main de leur propriétaire, et vous perdez autant de points de vie. Ça me fait penser à un autre commandant que je joue, qui s'appelle Vilis, qui lui est un démon. Non, c'est un peu pareil. Après, le truc, c'est que du coup, comme les cartes sont face cachée, je pense qu'on n'a pas le droit de les regarder, bien évidemment, hein, voilà, je suppute, je présume, mais globalement, voilà, ça a l'air d'être le cas. Donc, on a quand même ce système, en fait, où en gros, vous pouvez, pour 4 mana, exiler cette carte, et derrière, piocher ces 7 cartes, enfin, récupérer ces 7 cartes en perdant 7 points de vie. Ce qui, honnêtement, c'est quand même pas mal, hein, on va se l'avouer tout de suite. Ça a l'air d'être des bonnes stats au niveau de la pioche, etc. Et c'est sur le commandant. Donc, je pense que c'est vraiment pas mal, surtout que derrière, comme le chat le précise à côté, hein,
la dernière capacité, on peut l'activer à n'importe quel moment. C'est-à-dire que vous pouvez le faire après la phase de défausse, la phase de nettoyage. Donc c'est-à-dire vous avez une main déjà où il y a pas mal de cartes, et vous avez mis cette carte de côté, bah du coup c'est avant mon tour, hop, je paye 1 et bam, je récupère toutes les cartes en question, quoi. C'est vraiment intéressant. Après, derrière, c'est assez cher. Voilà. Après, est-ce que ça vaut un commandeur, est-ce que ça vaut comme commandant? Je ne sais pas, ça va être beaucoup basé autour de la pioche, de la perte de points de vie, ça ressemble beaucoup à Vilis en fait, mais ça demande un peu plus de travail aussi, il faut du mana en plus. Vilis, lui, il fonctionne éventuellement avec les capacités déclenchées, etc. Ce qui fait que bah, le deck, en fait, il fonctionne un petit peu tout seul, hein, honnêtement. Asmodée, j'ai l'impression que lui, il veut peut-être faire le taf tout seul, et il veut piocher beaucoup, alors que techniquement, on est aussi dans une couleur, on a beaucoup de tutos, donc bah, on peut essayer d'absolument avoir les tutos pour aller chercher les combos, etc. Mais on est en mono noir, donc du coup, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas? C'est la grande question, quoi. J'ai un petit doute, il faut trouver une ligne directrice pour ce commandant, pour qu'il fonctionne bien, avec la pioche, avec la perte de points de vie, avec le fait d'aller chercher les cartes spécifiques éventuellement, d'aller chercher nos tutos pour pouvoir absolument aller chercher ces cartes-là. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose... ouais. Après, il y a aussi le côté, ben... Est-ce qu'on peut pas faire un deck qui va vouloir regagner des points de vie, parce que ça a l'air quand même intéressant avec lui. Donc ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a des choses à faire. Après, est-ce que c'est inclus dans Vilis, puisqu'on me pose la question? Non. Voilà, pour le moment, je suis un petit peu... mi-figue, mi-raisin, quoi, je veux dire, autour. Je pense qu'il y a des cartes qui sont meilleures là-dessus. Le commandant suivant, c'était un gros dragon. Un dragon noir, cette fois-ci. C'est Noirmort Dracolich, qui est un zombie et dragon qui coûte 4, dont 2 noirs. Et c'est une 5-2 avec le flash, le vol, et il arrive sur le champ de bataille engagé. Et derrière, eh ben, vous pouvez le lancer depuis votre cimetière si une créature qui n'est pas appelée Noirmort Dracolich est morte ce tour-ci. Ça paraît un petit peu bizarre. Je vais juste expliquer. Globalement, il faut qu'il y ait une créature qui soit morte ce tour-ci pour pouvoir le lancer, mais qu'elle ne se soit pas appelée Noirmort. Donc du coup, vous n'avez pas le droit de dire, ok, je le sacrifie pour faire du mana, pour le relancer, pour faire du mana, pour relancer, etc. C'est pas possible. Oui, c'est un peu cher pour un squelette réassemblable. En effet, j'ai beaucoup de problèmes avec Noirmort, et je pense que il y a probablement quelque part, un deck aristocrate qui va pouvoir l'utiliser, mais ça va être très mou, en fait, parce que si jamais il est mort, en fait, globalement, on peut pas le relancer... Ah non, si, voilà, il faut qu'on ait une autre créature qui meurt à côté. Voilà, vous pouvez le lancer depuis votre cimetière si une créature qui n'est pas appelée Noirmort Dracolich est morte ce tour-ci. C'est pas... Voilà, donc du coup, là, il faut faire la précision. C'est pas noté comme quoi vous pouvez le lancer uniquement si... je vais y arriver. Uniquement si vous n'avez pas eu Noirmort qui est mort ce tour-ci. Je m'explique. Il y a une grosse différence, en fait. C'est-à-dire que là, par exemple, si Noirmort et une autre créature sont mortes en même temps, globalement, vous pouvez rejouer Noirmort. Parce que vous avez une créature qui n'était pas Noirmort, je me répète souvent au niveau du nom, mais qui n'était pas Noirmort, qui est morte ce tour-ci. Voilà. Donc du coup, vous avez le droit de rejouer Noirmort. Par contre, si Noirmort meurt tout seul, vous pouvez pas le rejouer. Voilà. C'est vraiment étrange là-dessus. Mais globalement, du coup, il y a un endroit où, dans des decks aristocrates, on peut l'exploiter. Je veux dire, il y a un moyen. Mais ça va être tellement compliqué, je trouve. Il faut vraiment mettre en place un setup de fou, parce qu'il faudrait du coup avoir Hôtel Dashnod, Hôtel Phyrexian en même temps, avec un générateur, le générateur de trésors, j'ai oublié comment il s'appelle, en pirate, et en plus il nous faudrait un générateur de jetons quand il y a une créature qui meurt. Et t'es là... Parce que du coup comme ça, tu sacrifies Noirmort pour faire les deux incolores, ok, ça génère un jeton, par exemple un rat, voilà, imaginons. Derrière, on sacrifie le rat pour faire un noir, et du coup, comme t'as une créature non jeton qui est morte, voilà, tu peux faire malin infini, mais c'est vraiment bizarre. Et ça demande beaucoup de pièces pour fonctionner, quoi. C'est... Voilà. Et honnêtement, en tant que commandant, le problème c'est qu'il est fort, ok, mais il a que 2 d'endurance, quoi. Je veux dire, il prend son choc et c'est bon, quoi. Il y a beaucoup de choses qui le tuent. Il meurt sur pyroclasme. Il meurt sur pyroclasme. Je suis désolé, hein. Bah, pyroclasme qui inflige 2 blessures à chaque créature. T'es là, ok. Il est mort, il prend un pyroclasme, il est mort. La blague. Voilà. Donc du coup, j'ai l'impression vraiment qu'il est un peu faiblard, quoi. Il est un peu faiblard. Après, l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de le rejouer depuis la zone de commandement. Mais bien sûr, c'est toujours un risque de le laisser dans l'exil, parce que derrière, il va être exilé à un moment... Enfin, dans le cimetière. Il peut être exilé à un moment, parce qu'on aime bien exiler les cimetières, voilà, tout ça. Et c'est un problème.
Je sais pas si l'avantage qu'il peut avoir à être jouable depuis le cimetière, il compense le fait qu'il est un peu faiblard, qu'il arrive sur le champ de bataille engagé. Voilà. Bon, le flash, limite, on s'en fout, en fait. C'est un truc qui m'énerve un peu, c'est que j'ai l'impression que le flash, il est là juste pour dire « Ah ouais, je peux le rejouer pendant tous les adversaires aussi », t'es là. Ouais, mais il arrive engagé, donc du coup, c'est vraiment juste pour pouvoir le rejouer, parce que t'as encore du mana en rab, en fait. C'est vraiment, vraiment compliqué. Donc, je sais pas. Pour le moment, Noir Mort, il m'a pas convaincu, voilà. Delina, mage sauvage, notre premier commandant rouge, qui est une créature légendaire elfe et chaman, qui coûte 4, dont 1 rouge, et c'est une 3-2. Et à chaque fois qu'elle attaque, vous choisissez une créature ciblée que vous contrôlez, puis vous lancez un D20. Voilà, D20, un vrai D20, pas un compteur de points de vie magique. Et du coup, si vous faites 1 à 14, vous créez un jeton engagé et attaquant qui est une copie de cette créature, la créature que vous avez choisie, ciblée, pardon, excusez-moi, et qui n'est pas, excepté qu'elle n'est pas légendaire, et vous l'exilez à la fin du combat. Ok, bien. Et derrière, vous avez, de 15 à 20, vous créez un de ces jetons et vous relancez. Alors j'imagine que créer un de ces jetons, c'est, en fait, vous faites comme le 1 à 14, voilà, je suppute un petit peu encore une fois, vous créez un de ces jetons, vous faites en fait comme le 1 à 14 et vous relancez à nouveau le dé, donc du coup vous avez une nouvelle chance de refaire. Voilà, donc c'est la réussite critique qui va vous permettre de derrière relancer le dé pour éventuellement vous allez refaire au moins un jeton, et du coup si vous faites à nouveau entre 15 et 20, vous allez peut-être en refaire un, et encore pouvoir relancer, et encore en refaire un, et encore relancer, etc. Voilà, donc c'est extrêmement drôle, j'aime beaucoup. Alors, il y a 2-3 choses à préciser, c'est que au départ, je l'avais mal lu, et d'ailleurs je vous l'ai mal lu encore une fois ici, vous vous rendez compte, c'est qu'il notait que la créature, le jeton de engagé attaquant que vous créez, il a sur lui, c'est noté sur lui, voilà, c'est pour ça qu'il s'est précisé entre guillemets, exiler cette créature à la fin du combat. C'est pas la capacité de Lina qui dit exiler cette créature à la fin du combat. Il dit que le jeton a sur lui cette capacité. C'est-à-dire que si jamais vous voulez créer un jeton qui est une copie de ce jeton-là, il aura exactement la même capacité. Voilà, donc ce qui fait que du coup c'est un petit peu moins intéressant pour jouer sur ce point de vue-là. Ça c'est un détail. Encore une fois, les règles et tout ça, voilà. Mais bon, vous savez, j'aime bien en parler un petit peu. Bref. Delina, je l'aime beaucoup, en fait, parce que c'est un potentiel bourrin assez incroyable. Alors, derrière, bon voilà, ça me fait penser beaucoup à Feldon, un peu de la même façon, ou alors au dernier pour Phoros. Voilà, tous ces trucs qui permettent justement de, voilà, on va mettre plus de patates, etc. Il largue aussi un peu de la même façon, même si lui c'est depuis la main. Voilà, mais ici, Delina, elle permet justement de dire, ok, on peut avoir un gros truc de bien gros bourrin, et c'est du mono rouge qui tâche, quoi, un petit peu, derrière. Vous pouvez mettre des gros dragons dedans, voilà, dire, on va faire un Delina dragon. Après, ce qu'il faut surtout, c'est réussir à, elle, la rendre imbloquable, ou alors la protéger. Bon, reconnaissance malheureusement est en blanc, mais par exemple, je pense à la clé de la ville, qui permet de défausser une carte pour rendre une créature imbloquable. C'est suffisamment intéressant pour que Delina puisse ne pas mourir, hein, parce que ça a l'air pas mal, hein, de faire en sorte qu'elle ne meure pas. Donc vraiment, elle est cool, quoi. Moi, je la trouve géniale. Je pense qu'il y a un potentiel autour. Si jamais vous avez quelques idées de créatures à mettre avec, allez-y, faites-vous plaisir dans les commentaires. En tout cas, moi je pense qu'il y a un bon potentiel. Et passons maintenant à notre dragon légendaire rouge qui s'appelle la Fournaise des Monts Étoilés. Alors lui, il a pas le droit à un nom. Allez hop, et zou. C'est une 6-6 pour 6, dont 2 rouges. C'est un dragon qui ne peut pas être contrecarré, qui a le vol et la célérité. Et derrière, pour 1 rouge, il gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Et quand sa force devient 20 de cette manière, elle inflige 20 blessures à n'importe quelle cible. C'est quand même pas mal du tout. C'est pas mal du tout, là-dessus. Il me fait beaucoup rire ce dragon, en fait. Parce que globalement, bon, c'est un très bon dragon de base. Hein, je veux dire, peut pas être contrecarré, il a le vol, la célérité pour 6. Déjà là-dessus, on est sur de la valeur sûre. On est sur un bon gros dragon qui tape bien, quoi. Derrière, l'autre chose, c'est que sa deuxième capacité, enfin, la capacité activée, elle est cool. Je veux dire, elle est bien, elle va permettre de booster, et éventuellement, si vous avez un mana dépensé à chaque fois, en fait, c'est un commandant qui peut faire 7 de patates à chaque fois. C'est cool. Honnêtement, le truc que vous allez arriver à 20, je ne m'attends pas à le voir, quoi. Ça va être, oui, peut-être que vous l'avez équipé, que vous l'avez boosté d'autres manières en plus, mais bon, après, ça se déclenchera qu'une seule fois. C'est bien, ça a une capacité de déclencher dans une capacité activée. Enfin, voilà, je vais éviter le... Voilà. Mais globalement, le truc, c'est que, ouais, j'aime bien ce truc-là, mais c'est
c'est lol, quoi. C'est pas non plus... c'est un truc qu'on verra pas souvent, quoi. Après, je me doute bien que certaines personnes vont essayer d'en abuser, mais la meilleure façon d'en abuser, c'est d'avoir une tonne de mana rouge. Et globalement, je pense que quand vous avez mana infini, ou grosse quantité de mana en rouge, vous allez tuer l'adversaire, quoi. Donc bon. Mais c'est un moyen de le faire aussi, hein, voilà, ça peut être très efficace, bien sûr, là-dessus. Donc ouais, un bon dragon qui peut rentrer dans les decks dragons très facilement, qui mérite son propre deck aussi, voilà, de manière efficace, un Voltron, voilà, ça paraît pas mal. Et ma foi, il n'y a rien d'autre à dire, hein, c'est cool. Autre commandant rouge, c'est Zalto, duc des géants du feu, qui coûte 5, dont 2 rouges, c'est un géant et barbare, qui est une 7-3. Il a le piétinement, et quand il subit des blessures, vous aventurez dans le donjon. Ok. Là, bon, bah... Je sais pas quoi dire. Zalto, il m'a l'air juste... C'est très main, en fait. Parce que du coup, on va fonctionner beaucoup avec les donjons, mais comme on l'a dit, les donjons, ils sont sympathiques, mais ils sont pas non plus ultimes, à moins que tu puisses vraiment commencer à dire oui, alors attends, j'ai moyen de finir 36 fois le donjon dont on a parlé tout à l'heure, hein, voilà, qui permet de faire perdre des points de mes adversaires. Mais du coup, vous partez dans une boucle. Zalto, il faudrait qu'il soit indestructible, qu'on ait moyen de le pinguer en boucle. Enfin, c'est... C'est vraiment étrange, quoi. C'est... Voilà. Et je trouve que c'est vraiment bizarre aussi... En fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que c'est une 7-3 piétinement, et c'est quand il subit des blessures qui te permettent de t'aventurer. Moi, je veux dire, quand je vois ce design-là, je me dis... Bah non, c'est pas quand il subit des blessures, c'est quand il en inflige qui te permet d'aller dans le donjon. Honnêtement, au niveau du design, moi c'est le truc numéro 1 qui me vient. Quand je vois ça, je me dis, ah bah oui, non, ah non, c'est quand il subit. Ok. Et c'est une grosse différence en fait, parce que ça avait été quand il inflige, ça aurait été cool, ça aurait été un commandant aggro avec un petit bonus. Après, il a un avantage, Alto. Il est 7-3. Il est 7-3. Donc du coup, si vous avez moyen d'une manière ou d'une autre de lui donner l'indestructible, globalement on s'en fout en fait. On bourre comme un gros sac parce que c'est du Voltron, quoi. C'est tout. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en fait. Il n'y a rien d'autre à dire. Je pense que c'est juste un commandant qui peut être joué Voltron. Et c'est tout. Alors on commence le verre avec un commandant étrange, avec un drôle de nom qui s'appelle la Tarasque. Ok. Et c'est une 10-10 pour 9, dont 3 verts. Ouais, c'est un dinosaure légendaire. Et il a la célérité et parade 10 tant qu'elle a été lancée. Et derrière, eh ben, chaque fois qu'elle attaque, elle se bat contre une créature ciblée qu'un joueur défenseur contrôle. Ok, alors, on va préciser une chose, parce que j'avais mal lu la première fois, moi personnellement, quand je l'ai vu. Hein. C'est bien tant qu'elle a été lancée, non pas le tour où elle a été lancée. Mais c'est-à-dire que si vous avez étalé le tuto, par exemple, avec un summum de la dévastation, voilà, le summum vert, et bah du coup, ça ne marche pas. Parce que du coup, vous l'avez mis directement en jeu comme ça, elle n'a pas été lancée, elle a été mise sur le champ de bataille. Si vous avez moyen de le cheater directement en disant je pose une créature depuis ma main sur le champ de bataille, elle n'a pas été lancée. Donc du coup, il faut vraiment payer le coup pour la lancer. Enfin, après, voilà, si vous avez moyen... Enfin, vous n'avez pas besoin de payer le coup. Mais si vous lancez la carte, c'est bon. Si vous avez par exemple le moyen de lancer un sort sans payer son coup de mana, vous avez lancé la Tarasque, du coup. C'est assez intéressant, en fait. Je trouve que, de base, en fait, bon, déjà, célérité parade 10... Voilà, qu'est-ce que tu veux dire, là? Ça bourre vite, et en plus, c'est défensif. Derrière, le problème, c'est qu'il n'a pas le pétillement. Mais bon, hein, on est en vert, il paraît qu'on a moyen de le donner assez facilement, hein, mine de rien. Donc, globalement, je m'inquiète pas trop là-dessus. L'autre truc, c'est surtout d'avoir en plus le fait de se battre contre une créature du joueur défenseur. Alors, c'est obligatoire, c'est bien dommage, mais bah, il suffit de choisir vos adversaires correctement. En commandeur, on peut le faire. Hein. Mais globalement, vous allez annihiler les défenses possibles de votre adversaire, et une ligne de défense qui pourra avoir lieu derrière. Ou alors une créature essentielle, en fait, du jeu adverse. Donc, moi, je trouve ça cool. J'aime bien le design. Derrière, heureusement, ils n'en ont pas trop fait non plus. Voilà, le piétinement n'est pas là, heureusement, parce que sinon, ça aurait été vraiment trop con. Derrière, on a déjà des trucs, voilà, la parade et la célérité, c'est déjà largement suffisant, mais avec des restrictions quand même, pour éviter que ça devienne trop débile. Voilà, parce que bon, il y a moyen de faire des trucs con-con, hein, voilà. Mais je trouve que c'est quand même pas mal du tout, et qu'il y a des decks dans lesquels ça pourrait rentrer bien, en fait. Par exemple, bah, je pense, Selvala, elle pourrait très bien s'en servir également de cette carte-là. Hein. Il y en a d'autres, voilà, les decks grosses bêtes, mono vert, bah oui. Donc, je pense que, ouais,
On peut tenter de cascade dedans, oui, tout à fait, oui. Oui, la cascade est également valable. Hein. Donc voilà, moi je le trouve vraiment sympa. Il n'y a pas de subtilité, mais en même temps, c'est ce qu'on attend du vert, donc voilà. Quelqu'un veut un dragon vert? Bah ici on a la vieille Ronjoss, dragon légendaire, encore une fois, qui coûte 7, dont 2 verts, c'est une 7-7. Et elle a le vol, surprise. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, créez autant de jetons trésors. La violence est présente, attention, hein. La violence est présente aujourd'hui. Ça, c'est quand même un peu taré, hein, honnêtement. Parce que c'est même pas, enfin, je veux dire, c'est pas une créature, quoi. C'est juste, c'est toutes les créatures. T'es là, ok, d'accord. Donc, du coup, si vous avez plein de petites créatures, parce que moi, par exemple, je l'envisage, c'est vrai que c'est assez con, hein, mais dans un deck jeton, ça a l'air pas mal, parce que c'est bien d'avoir la quantité, d'avoir des grosses bêtes et tout qui sont imposantes, mais le truc c'est que t'as certaines grosses bêtes qui ont un défaut principal, c'est qu'elles ont pas le piétinement. Donc du coup, bah, tu mets un bloqueur en face, et globalement, t'as bloqué toutes les défenses, hein, voilà, la force de frappe, elle est annihilée. Mais si tu te retrouves avec 30 jetons, et t'attaques un seul joueur qui a le moins de créatures, il pourra pas tout bloquer. Et du coup, tu vas faire beaucoup de trésors. Et qui dit beaucoup de trésors, eh ben, beaucoup de mana, donc du coup, beaucoup de possibilités, quoi. Donc voilà. C'est vraiment, vraiment cool, quoi. C'est... Je l'aime beaucoup, en fait. Je pense qu'elle rentre dans pas mal de decks. En fait, à partir du moment où vous jouez un petit peu aggro, et surtout le go wide, donc c'est-à-dire avoir beaucoup de créatures plutôt que avoir peu de créatures et des grosses créatures surtout, eh ben je pense que c'est largement suffisant, quoi. C'est vraiment une très bonne carte. Après, derrière, voilà, si vous voulez la jouer dans un deck dragon à 5 couleurs, évidemment, c'est bien aussi. Ça permettra du coup de combiner du mana en plus, mais c'est vrai que bon, la vieille Ronjoss coûte déjà 7 mana. Quoi. Bon, voilà. C'est quand même assez cool dans les decks. En tant que commandant, je pense qu'il va falloir builder vraiment autour. Et voilà, après, est-ce que les trésors, on peut les exploiter en mono vert? Bon, pas tellement, mais ça sera suffisant. D'ailleurs, je pense aussi aux golems de Modern Horizon 2 qui permettent, à chaque fois que vous voulez faire un trésor, de faire également un indice et de faire également un nourriture. Ça peut être cool aussi, quoi. Donc ouais, il y a des choses à faire. Autre commandant vert, c'est Varys, rôdeur de lune argent, un humain, elfe et ranger, et oui, les deux en même temps. C'est une 3-3 pour 3 dans 2 verts, il a la portée et la parade 1. Et à chaque fois que vous lancez un sort de créature ou de planeswalker, aventurez-vous dans le donjon. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Et à chaque fois que vous terminez un donjon, créez un jeton de 2 loups. Ok, mais, voilà, je vais le dire comme je le pense. Mais, c'est un peu compliqué en fait parce que Varys, il a pas grand chose pour lui en fait. Le truc c'est qu'il s'appuie beaucoup sur les donjons. Il s'appuie sur le fait de terminer un donjon, il s'appuie sur le fait que tu vas lancer un sort de créature de Planeswalker pour t'aventurer dans le donjon, c'est cool, mais ils ont mis une restriction qui est, honnêtement, qui est complètement justifiée parce qu'il y a des trucs cons qui pourraient avoir lieu. Mais le problème c'est que du coup ça rend le truc encore moins intéressant. Donc, mais, voilà, c'est vraiment très mais. Et derrière, vu que les donjons, il me semble que les plus courts, c'est 3 pièces, si on va au plus vite. Du coup, ouais, enfin, ça demande quand même 3 tours pour terminer un donjon. Et derrière, il faudrait que tu puisses lancer un sort de créature à chacun des tours, y compris au tour adverse. Donc du coup, il faudrait pouvoir jouer en flash. Et tout de suite, tu commences à calculer, tu te dis, oh, ça fait beaucoup de boulot pour faire en sorte de juste s'aventurer dans le donjon et faire un loup à la fin, quoi. T'es là... Bref. Donc je pense que Varys, malheureusement, ça va être un petit peu compliqué. Après, bon, il peut se mettre dans des jeux elfes ou des jeux humains plutôt cool. Mais globalement, voilà, je pense pas qu'il aille très loin, quoi. Alors, on commence le multicolore avec Barrowin du clan Undur, qui est un nain éclair, et c'est une 3-3 pour 4 dont un blanc et un noir, et quand il arrive sur le champ de bataille, aventurez-vous dans le donjon. Et à chaque fois qu'il attaque, renvoyez sur le champ de bataille jusqu'à une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 de votre cimetière, si vous avez terminé un donjon. Donc, ok, je vais être assez honnête, il est cool. C'est pas non plus exceptionnel, mais c'est cool. Et surtout, il y a un truc à voir, c'est un clair. Ce qui fait une grosse différence, puisque les clairs, généralement, coûtent assez peu cher, et du coup, bah, on peut se retrouver dans une situation où on peut très facilement, avec Barrowin, réanimer des clairs en boucle, quoi. Donc, c'est assez intéressant. Après, derrière, en effet, il faut finir le donjon pour pouvoir ensuite déclencher sa capacité. Mais ça fonctionne, quoi, voilà. Et en plus, de base, quand il arrive sur le champ de bataille, il s'aventure directement dans le donjon, donc du coup, il permet de compléter éventuellement un donjon que vous n'auriez pas fini.
Le souci, c'est que bien sûr, comme je l'ai dit, ben, s'aventurer dans le donjon, c'est une capacité qui va être très liée à cette édition, et qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Donc ça veut dire également que, ben, en fait, on va avoir le droit aux cartes de l'édition ici pour s'aventurer dans le donjon, et puis ensuite, eh ben, il va falloir se démerder avec ça, en fait. Donc, bah, ça dépend également de la qualité des cartes, du reste des cartes dans l'extension. Donc voilà. C'est un peu compliqué, mais je pense qu'il y a des choses à faire autour. Ça va être un petit commandant tranquille, hein, c'est une on-go. Voilà. Il y a un peu de choses à faire, mais c'est pas non plus exceptionnel, c'est sûr. On continue avec du Boros et Bruenor, marteau de guerre. Voilà, marteau de guerre tout en un. Voilà. C'est une 5-3 nain et guerrier qui coûte 4 dont un blanc et un rouge. Et chaque créature que vous contrôlez gagne +2/+0 pour chaque équipement qui lui est attaché. Vous pouvez payer 0 à la place du coût d'équipement de la première capacité d'équipement que vous activez à chaque tour. Wow. Alors là, on a une différence de niveau assez impressionnante entre les deux. Hein. Donc là, on a le nain blanc-rouge qui est bien vénère. Bruenor, ici, je le trouve vraiment impressionnant. Parce qu'en gros, globalement, sa première capacité donne vraiment un boost suffisant. C'est-à-dire que même des créatures qui seraient pas forcément très fortes, à partir du moment où elles ont leur petit équipement, bah boum, +2/+0, vas-y. Et pour chaque équipement en plus, donc ça cumule vraiment sévère. Et derrière, le fait d'avoir le premier coup d'équipement qui est à 0, t'es là, ok. Donc c'est-à-dire qu'on peut cumuler 2-3 petites choses en fait dans le deck autour de Bruenor. La première, c'est d'utiliser des petits équipements, des équipements qui coûtent peu cher et qui s'équipent pour pas cher. Et derrière d'avoir un petit stock, je dis bien, de gros équipements, des équipements vraiment imposants qui généralement coûtent cher à équiper, mais qui ont un impact de fou furieux dans la game. Et l'avantage, c'est que Bruenor, bah en fait, lui, les petits équipements, voilà, il va pas te dire tu les équipes voilà, pour 0, on s'en fout. On va les équiper avec le coup de mana, un mana dépensé, c'est rien. Mais globalement, quand tu auras ton gros équipement qui coûte bien cher qui sera là, bah ok, hop, vas-y, on l'équipe pour 0, c'est pas un problème. C'est un peu un paladin de Puracier en zone de commandement, mais bien évidemment, voilà, paladin de Puracier, il permet de le faire pour tous les équipements, le coup de 0. Mais c'est suffisamment intéressant en fait, bah, par exemple jusqu'à attendre que votre paladin de Puracier puisse être là. Sinon, ben voilà, c'est une option alternative. Et le boost, le premier boost est suffisamment intéressant également pour qu'on en fasse un commandant encore une fois, voilà. Ou alors qu'on le mette dans les decks commandeurs qui, il paraît, pullulent un petit peu en ce moment autour des équipements en Boros. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Commandant suivant, alors là ça va être plus compliqué à prononcer, c'est Drist do Urden, je pense. Un elfe et ranger 3-3 pour 5, dont un vert et un blanc. Il a la double initiative, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous créez Vivar, un jeton de créature légendaire 4-1 verte chat avec le piétinement. Et chaque fois qu'une créature meurt, s'il avait une force supérieure à la force de Drist, mettez sur Drist un nombre de marqueurs +1/+1 égal à la différence. Honnêtement, je suis un petit peu mais aussi, encore une fois. Oui, je fais beaucoup de mais aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression qu'on va tout miser sur le fait que c'est une créature qui a la double initiative, qui est en zone de commandement. Elle coûte 5, donc c'est un peu cher, un poil cher, mais en même temps c'est justifié par sa capacité. En plus, elle arrive avec un autre jeton à côté, mais honnêtement, la dernière capacité, non, quoi. Je pense que les 3/4 du temps, ça va être non. C'est une capacité qui va pas être très utile, quoi. Parce qu'on va pas s'amuser à jouer en blanc-vert avec des grosses bêtes pour faire grossir notre commandant derrière en tuant ces grosses bêtes-là, quoi. C'est ridicule. Alors même si c'est incidentel, que voilà, on perd une grosse bête, donc du coup on se dit « Ah bah c'est bien, je vais mettre un marqueur sur mon commandant ». C'est cool, ouais, certes. Mais derrière, c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Surtout qu'il y a aussi un autre problème avec cette capacité. C'est le fait qu'on a la double initiative à côté. Généralement, nos bêtes, elles vont mourir au moment où elles vont subir des blessures. Et elles vont pas souvent subir des blessures d'initiative. C'est-à-dire que Drist va d'abord taper à 3. Je pars du principe qu'il est à 3. Il tape à 3. Ensuite, il va taper normalement à 3 encore une fois. Voilà, en dégâts normaux. Et de la même façon, bah, les autres créatures vont infliger des blessures à d'autres créatures, d'autres de nos créatures qui vont mourir. Éventuellement à notre jeton chat. Et derrière, bah, du coup, on gagne le marqueur après avoir infligé des blessures. Ce qui est un petit peu bizarre. Mais bon, en même temps, voilà, disons que mécaniquement, c'est normal. On n'aurait pas pu le faire autrement. Mais c'est vraiment étrange aussi. Donc du coup, durant le combat, c'est un peu moyennement utile. Je sais pas. C'est vraiment très étrange. Et en fait, je pense que peut-être l'un des meilleurs moyens, c'est de jouer notamment avec des cartes qui ont un contre-coup du style... Oh bordel, non. Oh, Thibaut, non, 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 non.
Il paraît qu'il y a quelques cartes qui existent qui vous demandent une grosse contrepartie. Du style, comment il s'appelle encore, le Phyrexian là c'est une 12-12 pour 1 qui dit que vous devez sacrifier, quand elle arrive en jeu, vous devez sacrifier autant de créatures que, voilà, sinon vous la sacrifiez elle-même. Enfin, pour arriver à 12 de patates. Mais globalement, vous faites ça en fait, vous jouez pour 1, et vous dites, bah non, bah je vais pas sacrifier de créature, ok, bah tu la sacrifies, clac. Et ça fait que, bah, techniquement, la différence entre 3 et 12, c'est 9, donc du coup, Drist devient une 12-12. C'est probablement... Alors, c'est pas la seule carte, hein, il y en a d'autres, j'ai pas toute la liste en tête, mais globalement, c'est l'une des façons de... voilà, le Dreadnought, merci. Le truc, c'est que c'est l'une des façons de jouer, en fait, là-dessus. C'est-à-dire, on va jouer des créatures qui demandent un énorme contre-coup à leur arrivée en jeu, sinon tu les sacrifies. Et c'est un peu le souci, quoi. Derrière, en effet... Merci au chat, j'avais oublié cette petite précision. C'est pas noté que c'est qu'une créature que vous contrôlez qui meurt. C'est noté qu'à chaque fois qu'une créature meurt. Mais voilà, derrière, bon, alors on peut jouer avec Generous Gift et Beast Within déjà pour gérer les plus grosses bêtes en face. C'est intéressant là-dessus, mais je trouve ça vraiment, c'est un gros build-up pour réussir à faire en sorte que ton commandant, il puisse avoir une grosse patate. Et en plus, faut pas oublier que ce serait bien de lui donner le piétinement à un moment à ce commandant, parce que là, il a la double initiative, mais derrière, il lui manque ce petit truc. C'est vraiment ce petit truc en plus pour réussir à foutre les patates et être un gros commandant aggro. Et il coûte 5 mana. Donc vraiment, je pense que ouais, c'est un peu compliqué. Il y a du pour et du contre. Si vous avez des idées, que vous avez envie de le jouer, je pense que vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Ça va demander un petit peu de mise en place, mais vous pouvez vous faire plaisir. Et sinon, bah vous cassez pas la tête, quoi. Si ça vous intéresse pas, je pense pas que c'est un commandant qui va vraiment vous parler. Parlons de Izet, parlons de Faridé, élu du diable, je sais pas si ça s'appelle Faridé, qui coûte 4, dont un bleu et un rouge, une 3-3, Tieflin et Psychagogue. Tieflin, voilà, bon, vous avez compris l'idée. Et elle a chance du démon, chaque fois que vous lancez au moins un dé, Faridé acquiert le vol et la menace jusqu'à la fin du tour. Si l'un de ces résultats était supérieur ou égal à 10, piochez une carte. Ok. Alors, ça va être assez intéressant. Oui, en effet, ça dépend beaucoup du nombre de cartes qu'on a qui vont nous permettre de lancer des dés. Alors, globalement, parce que bon, faut se rappeler que quand on demande de jouer à pile ou face dans Magic, c'est vraiment jouer normalement à pile ou face. Même si les gens le font avec un dé, c'est pas ce qui importe, c'est pile ou face. Là, on est sur le fonctionnement vraiment avec un dé. Du coup, bah, D20 évidemment, puisque sinon vous pouvez pas faire un lancer supérieur à 10, bien sûr. Mais globalement, c'est intéressant. J'aime beaucoup le concept. Parce que une 3-3 qui acquiert le vol et la menace, si on a moyen de lancer un dé, par exemple avec une capacité activée, hein, de le lancer du coup à chaque tour un dé, ça peut être suffisant du coup pour qu'on ait un deck Voltron bleu-rouge qui fonctionne. Puisque elle a le vol, la menace en même temps, et là, ok, déjà c'est deux capacités qui vont très bien ensemble. Et c'est déjà suffisant pour avoir un commandant bien menaçant quoi, derrière. Donc déjà, super là-dessus. Et en plus, on a le moyen éventuellement de piocher une carte en bonus, c'est quand même vachement cool. Donc vraiment, Faridé, je la trouve sympa, elle n'est pas non plus exceptionnelle, mais c'est un bon commandant. Parlons maintenant de Gretchen Saule Mouflé, qui est un alphelin et druide légendaire, 0,4 pour un bleu et un vert, et attention, accrochez-vous. Pour 2, un vert et un bleu, piochez une carte, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Zen. Zen parce que j'en ai marre de voir Simic faire du putain de Voilà. C'est toujours pareil, j'en ai un peu ras-le-bol. Est-ce qu'à un moment, on peut avoir Simic qui fait autre chose, s'il vous plaît? S'il vous plaît, Wizards, faites un effort, bordel. Vous avez de la créativité pour plein de trucs et vous me faites 36 fois la même chose. C'est pas possible, quoi. Merde. Oh là là. Excusez-moi. C'est nerveux. Bref. Du coup, Gretchen, pour moi, en plus, elle présente un énorme problème. C'est que si vous avez le culot d'avoir un réducteur de coût de capacité activée, du style terrain d'entraînement, qui, oh mon dieu, est bleu. On a également un autre en bleu-vert, le familier du biomancien. C'est dingue, hein. Et derrière, donc du coup, si vous réduisez à 2,
que vous avez systématiquement un terrain en main et que vous avez le culot d'avoir un Lotus Cobra ou bien la nouvelle, la ravitailleuse infatigable, il me semble de son nom, de Modern Horizon 2, ça veut dire que techniquement vous pouvez activer sa capacité en boucle. Donc, Aizy passe le message qu'il aime cette carte. Tu m'étonnes. Je veux dire, en fait, à partir du moment où vous pouvez générer une grosse quantité de mana en bleu-vert et que vous aimez le fait de piocher ou de poser les terrains, Gretchen, vous allez l'inclure automatiquement. En tant que commandant, en fait, elle a pas vraiment l'intérêt. Son seul intérêt, c'est d'essayer de comboter avec comme un débile. Et c'est tout, quoi. Voilà. Derrière, en plus... Ah oui, attendez, je n'ai pas sorti la meilleure, parce que d'accord, oui, en effet, vous pouvez faire avec la combo que je viens de dire, mais vous pouvez également poser à chaque fois un bounce land, par exemple. Et si vous avez Lotus Cobra et la traqueuse à côté, bah vous rebouncez le land dans la main, et puis voilà, et on s'en fout. C'est impressionnant. Il y a tellement de trucs débiles à faire avec, juste pour piocher toute la bibliothèque. Et c'est... J'en ai un peu marre de voir que, en fait, on a encore une fois en Simic une carte qui est tellement conne et qui fonctionne exactement de la même façon que plein d'autres trucs qu'on a déjà vus. Il était là, mais c'est bon, on a déjà eu des commandants comme ça dans le même genre. Et là, c'est juste une autre variation qui tourne à peu près sur les mêmes choses, et c'est tout. Et en fait, ça donne l'impression que bleu-vert, ça se résume à piocher, lander. C'est tout. Et t'es là, non mais non, il y a tellement d'autres choses à faire avec ces couleurs-là. Voilà. Donc vraiment, là, c'est pour ça que je suis content d'avoir mon Ezuri qui est bleu-vert et qui joue marqueur, +1/+1. Voilà. Ça, c'était original, c'était cool. Bref. Donc, voilà. Coup de rage, mais c'est une très bonne carte, hein, derrière. Voilà, la capacité est super intéressante, elle peut rentrer dans pas mal de decks. Probablement rentrer dans mon shoe lane, du coup, Doride, hein, voilà, qu'est-ce que tu veux faire, hein. Voilà, donc, ouais, il y a plein de choses à faire. Ensuite, on va passer à Azorius avec Ama Pachar, chercheuse de ruines. Un humain et sorcier 2-3, qui coûte 3, dont un blanc et un bleu. Les capacités de pièces des donjons que vous possédez se déclenchent une fois supplémentaire. C'est cool, c'est sympathique, mais j'ai pas d'autre chose à dire, quoi. Ça tourne beaucoup autour du coup, des donjons. Mais comme je dis, les donjons, ils sont sympas. Évidemment, quand tu peux commencer à comboter un peu comme un débile, ça devient stupide pour l'un d'entre eux. Enfin, pour plusieurs d'entre eux. Mais globalement, je pense que ça fonctionne bien, quoi, c'est cool. Mais du coup, on tourne beaucoup autour de la mécanique, aventurez-vous dans le donjon. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que il faut voir la quantité de bonnes cartes qui peuvent permettre de faire un bon deck en blanc-bleu autour du donjon. Et j'ai un petit doute quand même, j'ai un petit doute. On continue avec Câlin, peintre solitaire, qui on ferait pas un câlin en fait, qui coûte 2, dont un noir et un rouge. C'est une 1-2 humain, elfe et barde. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous créez un jeton trésor. Et en plus derrière, les autres créatures que vous contrôlez arrivent sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elles pour chaque mana d'un trésor dépensé pour les lancer. C'est très particulier. Mais vu que les trésors deviennent de plus en plus courants en fait, c'est vrai que c'est intéressant quoi. Je veux dire, en plus en rouge, il paraît qu'on en a un qui fait beaucoup de trésors, hein, l'extorsionniste des quais, hein, l'extorqueur des quais, pardon. Je fais un mélange franglais, c'est parfait. Mais globalement, ouais, on a l'extorqueur des quais qui fonctionne bien. En noir, on a d'autres moyens de faire des trésors, notamment, j'en ai parlé tout à l'heure, notre fameux pirate qui fait les trésors quand une créature meurt sous votre contrôle. C'est intéressant aussi. Après, derrière, bon, est-ce que ça vaut le coup de monter un deck autour? T'es là, ouais, enfin, c'est du +1/+1 supplémentaire. C'est sympa. Si on part en ultra aggro, genre il y a des créatures qui ont la célérité et tout, ça peut être très intéressant. Hein, voilà, ça me fait penser un petit peu à Rakdos sur le retour sur Ravnica, le premier. C'était un peu, voilà. Mais c'est intéressant, mais derrière, est-ce que ça va aller loin? Grande question. Il faut voir jusqu'où est-ce qu'on peut le pousser, dans quelle direction on peut aller. Est-ce qu'on va par exemple sur un noir-rouge dragon, éventuellement? Parce que comme ça, on peut avoir des dragons qui arrivent directement, bam, avec des marqueurs +1/+1. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà, c'est... Voilà. C'est un peu étrange. Ensuite, on a Criddle de la porte de Baldur. Ah bah oui, Baldur's Gate. Un humain elfe et gredin qui coûte un bleu et un noir. C'est une 1-3, et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur perd un point de vie et meule une carte. Puis vous gagnez un point de vie et vous appliquez regard 1. Ok? Et à chaque fois que vous attaquez, vous pouvez payer 2. Si vous faites ainsi, une créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Intéressant. Alors là, il y a carrément deux stratégies qui se superposent. Enfin, il y en a plusieurs. On a le côté, déjà, numéro 1, le gredin. C'est un gredin, il est en bleu-noir. Parfait. Anowan, il est content.
Voilà. Et en plus, sa capacité est vraiment cool. Il y a une deuxième capacité déclenchée qui est vraiment cool aussi. Donc voilà, c'est... What? C'est parfait. C'est génial. Donc il est vraiment bien. Derrière, truc assez intéressant en fait, c'est... Bon alors, la première capacité déclenchée, elle est sympa. Je vais pas dire, elle est pas extrêmement débile, elle est sympa. Le fait que, bon voilà, il y a de la perte de points de vie en plus, bon, vu que c'est une 1-3, c'est quand même sympa d'avoir un point de dégâts en plus. Derrière, bah, vous faites regard 1, vous gagnez un point de vie, c'est bien, c'est cool. La deuxième capacité, elle peut être très intéressante dans le cas où vous voulez jouer par exemple avec de très grosses bêtes. Parce que, il n'est pas dit que c'est lui qui doit attaquer, hein. Il dit juste que vous devez attaquer. Donc vous pouvez attaquer avec une autre grosse bête à côté, et derrière vous payez 2 juste pour la rendre imbloquable. C'est quand même super efficace, quoi. Donc, voilà. Après, vous pouvez le faire évidemment que sur une seule créature, puisque c'est à chaque fois que vous attaquez, donc peu importe le nombre de créatures. Elle se déclenchera qu'une seule fois. C'est cool, en fait. Moi, je l'aime bien. Il est sympa. Il y a plein de choses intéressantes dedans. C'est une carte qui est pas très prétentieuse non plus, quoi. Je veux dire, il est pas en train d'essayer de réinventer un petit peu ou de défoncer le power level. C'est juste une bonne carte de gredin qui fonctionne bien pour mettre des dégâts à distance. Et en plus, derrière, qui permet d'être imbloquable, quoi. Donc voilà, c'est sympa. J'aime beaucoup. Minsk, rôdeur apprécié. Il coûte 3, dont un rouge, un vert et un blanc. C'est une 3-3 humain ranger. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous créez Boo, un jeton de créature légendaire, 1-1 rouge hamster avec le pétillement et la célérité. Ceci n'est pas une blague. Vous payez X jusqu'à la fin du tour. Une créature ciblée que vous contrôlez a une force et une endurance de base de XX et devient un géant en plus d'autres types, n'activé que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ok. On va aborder tout de suite le truc. C'est les gens, ils ont vu le hamster, ils sont là. Hamster. Et je suis là. Ok. Je ne suis pas du tout touché par ce hamster. Que je le dise tout de suite. Mais, derrière, en fait, Minsk, vous savez dans quoi je le vois bien? Infect. Infection partout. Infection. Infection. Oui, en effet, on est sur un Mirror Entity, en fait, sur une entité miroir qui faisait que toutes vos créatures devenaient des XX. Là, ici, c'est une seule. Mais bon, enfin... on s'en fout. On s'en fout. Comme je vous ai dit, infection. Rien de plus, rien de moins. On est en blanc, rouge, vert. C'est pas forcément les meilleures couleurs, mais il y en a dans toutes les couleurs. Et surtout, en blanc, qu'est-ce qu'on a? On a quelques créatures avec l'infection qui ont le vol en plus. Autant vous dire que voilà, c'est plutôt pas mal. Derrière, en vert, on a pas mal de créatures tout court. Voilà, qui ont l'infection. Il y en a même quelques-unes qui ont le piétinement. Donc voilà, on peut s'amuser avec. Et derrière, bah du coup, en rouge, on en a également quelques-unes, même si c'est pas le top. Mais, infection, point. C'est tout. Je veux dire, il n'y a rien d'autre à dire. Moi, c'est le truc qui... Voilà. Je veux dire, le gros problème que je trouve dans Minsk, et c'est pas un problème, c'est un équilibrage. Parce que ça aurait été débile. C'est le fait que tu peux uniquement activer sa capacité en rituel. Donc le but, c'est d'être offensif avec Minsk. C'est pas d'être défensif, parce que tu pourras pas l'être dans tous les cas. Donc, vraiment, le but ici, c'est d'être aggro le plus possible. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre, bah, soit on part sur l'infection et puis boum, badaboum. Soit on part sur, ok, bah écoute, je vais jouer des petites créatures qui ont de l'évasion et les faire grossir les faire grossir. Voilà, ce qui est tout à fait faisable aussi, hein, donc... bourrin, mais tout en subtilité. Voilà, donc vous mettez des petites créatures à 1, 2, 3 mana, qui ont de l'évasion, du vol. En fait, ça va beaucoup ressembler un petit peu à mon Marizi tel qu'il est construit actuellement. Donc voilà, petite créature avec l'évasion pour faire que les créatures soient incitées à chaque fois. Mais Minsk, c'est la même chose en fait. Donc voilà. J'ai l'impression surtout que, en fait, ben, c'est juste ça, quoi. Ça va être juste, bah, je fais grossir des créatures... qui ont déjà de très bonnes capacités d'évasion mais qui n'ont pas un gros body, et c'est bon quoi. Donc ouais, ou alors des créatures qui ont des capacités qui font qu'elles prennent en compte le nombre de blessures infligées, la force, etc. C'est le genre de choses qui peut en effet fonctionner aussi. C'est... voilà, mais je veux dire, il n'y a rien de très original finalement. C'est quelque chose qu'on a plus ou moins déjà vu, c'est une variation en fait. On va avoir un modèle aggro, et puis c'est tout. Orcus, prince de la non-vie. Une créature légendaire démon, 5-3, qui coûte X, 2, un noir et un rouge. Et ouais, c'est vraiment bizarre. Il a le vol, le piétinement,
Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous choisissez l'un. Soit chaque autre créature gagne -X jusqu'à la fin du tour et vous perdez X points de vie. Soit renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière jusqu'à X cartes de créatures ciblées avec une valeur totale de mana inférieure ou égale à X. Elles acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Ok, ça va être très compliqué. Hein. Là, je vous avoue, Orcus, il a l'avantage, il est vol piétinement, ce que j'appelle de mon côté le viol, mais c'est pas une incitation, hein. C'est juste que c'est deux capacités d'évasion qui sont extrêmement fortes, alors couplées ensemble, c'est vraiment débile. Le truc ici, c'est que, en fait, Orcus, honnêtement, moi je pense que la plupart du temps, je vais le payer à 4. Juste à 4, quoi, parce que c'est une 5-3 vol piétinement, et puis c'est tout. Parce que derrière, le -X sur chaque autre créature, t'es là. Ok, ça peut être très utile, mais ça va demander beaucoup de mana, parce que si les créatures adverses, elles ont par exemple 4 d'endurance, ça veut dire que ton Orcus, tu vas le payer à 8, sans compter derrière le côté où peut-être que tu l'auras déjà lancé une fois et qu'il sera mort, donc du coup tu vas devoir payer 2 de plus. Tu t'imagines le truc, quoi. Le coup de mana de taré que ça va être, c'est un truc de dingue, hein. Et derrière, le renvoyer les créatures, ça, je trouve ça sympa. Parce que bon, on est sur des créatures qui acquièrent directement la célérité, c'est sympathique, quoi. Donc voilà, si tu veux utiliser un petit peu le côté un peu aggro, bourrin de Rakdos, oui. Mais j'ai l'impression, en fait, que Orcus, sa capacité déclenchée, en fait, elle va vraiment fonctionner contre certains types de jeux aussi. Orcus, voilà, par exemple, tu fais X à 1, tu fais un -1 à toutes les créatures adverses, tu détruis la plupart des jeux jetons, la plupart des jeux elfes et tribaux gobelins aussi, et les tribaux avec des petites créatures, en fait. Ça fonctionne. Mais globalement, même si tu veux par exemple Orcus qui ranime des créatures avec une valeur de mana de, je sais pas, de 4 par exemple, bah, encore une fois, comme j'ai dit, hein, une valeur totale de mana de 4, t'es là, ouais mais avec 4 mana, qu'est-ce que tu fais? Tu ramènes un simulacre solennel, quoi, c'est tout. Donc j'ai l'impression que sa capacité de clencher, elle est faible, parce que Orcus a déjà un coup, en fait son coup est très équilibré, mais malheureusement ça rend sa capacité de clencher assez nulle derrière. Enfin, assez compliqué à jouer. Parce qu'il a un très bon body de base, et du coup, bah évidemment, tu peux pas le payer à moins de 4, quoi. Imagine une 5-3 vol piétinement pour 3, c'est... Là, tu fais... C'est bon, là. Là, c'est la fiesta, quoi. Mais du coup, ouais, ça rend tout plus compliqué, en fait. Donc, ouais, je trouve ça... ouais, je suis pas fan de Orcus. Parlons maintenant de Chessra, Murmure de la Mort, un elfe humain et psychagogue, qui coûte 4, dont un noir et un vert, et c'est une 1-3. Elle a deux capacités déclenchées. La première, c'est le murmure ensorcelant. Quand elle arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée bloque ce tour-ci si possible. Ok. Et le murmure de la tombe ensuite, au début de votre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, vous pouvez payer 2 points de vie. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Alors on est sur un système d'aristocrate, hein, on va pas se mentir. Voilà, c'est bon. Alors, heureusement, c'est pas une créature que vous contrôlez, donc du coup, vous pouvez détruire des créatures adverses pour derrière piocher des cartes, mais c'est un peu dommage en fait, parce que je trouve que la capacité de Chessra, elle est moins bonne que d'autres choses qu'on a déjà en noir-vert et en aristocrate en général. Donc c'est... bof, voilà, c'est bof. C'est juste bof. La première capacité, elle est un peu anecdotique aussi. Après bon, ça permet de faire en sorte qu'une créature importante bloque éventuellement un de vos attaquants et du coup meurt derrière. Donc c'est intéressant. Mais c'est tout, en fait. C'est tout, il n'y a pas grand chose à faire derrière, quoi. On peut jouer en effet sur le contact mortel, mais pourquoi? Parce que c'est juste à son arrivée en jeu en fait qu'elle le fait, donc c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué. Et derrière le fait de devoir payer des points de vie pour piocher une carte, ben ça rend tout compliqué, quoi. C'est pas à chaque fois qu'il y a une créature qui meurt, c'est s'il y a au moins une créature qui est morte en fait ce tour-ci, c'est tout. Donc ouais, et uniquement à votre étape de fin à vous aussi, donc c'est quand même le... Ça, c'est un point qui est très important en multijoueur. Hein. Une capacité qui se déclenche uniquement à votre étape de fin ou au début de votre entretien, elle est moins efficace qu'une capacité qui va se déclencher au début de chaque étape de fin ou chaque entretien. Donc, là, non. Ensuite, on a un Gnoll. C'est Targnar Gnoll Crodémon. Donc, c'était une 2-2 pour un rouge et un vert. Il a tactique de meute. À chaque fois qu'il attaque, si vous avez attaqué avec des créatures d'une force totale supérieure ou égale à 6 pendant ce combat, les créatures attaquantes gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Et pour 4, dont un rouge et un vert, doublez la force et l'endurance de Targnar jusqu'à la fin du tour. Je l'aime bien, ma foi. Alors, on retrouve évidemment le Gruul bien bourrin, mais ce que j'aime bien en fait, c'est finalement sa capacité, elle a
la désignation tactique de meute est très très intéressante. Parce qu'en fait, je me dis que, oui, évidemment, on pourrait très bien se mettre à jouer grosse bête. Dire, ok, ouais, ben voilà, une grosse bête à côté, ou une bête à 4 de force, et puis c'est bon, quoi. Je veux dire, on en a de plus en plus 0. Mais oui, sauf que, encore une fois, là, je vais revenir sur la différence entre le go tall, donc avoir des grosses bêtes, et le go wide, où on va avoir plein de petites bêtes, en fait. Et ici, je pense que Targnar, en fait, la version qui serait la meilleure, c'est une version jeton. Et oui, encore une fois. Pourquoi? Bah parce que si vous avez, allez, je sais pas, 10 jetons, vous avez vos 10 de force. On s'en fout. Mais surtout derrière, s'il attaque, ça veut dire que toutes vos créatures gagnent plus 1, plus 0. Donc d'un seul coup, vos 10 jetons qui étaient des 1-1, bah ça devient 10, 2-1. Et t'es là, ok, d'accord. C'est pas la même tisane, quoi. Donc, plus il y a un grand nombre de créatures sur votre board, et plus votre force de frappe va être décuplée avec Targnar. Et derrière, bon, j'aime bien son doubler la force et l'endurance, voilà. C'est sympa, ça peut faire la différence, en plus c'est activable en éphémère, donc voilà, je veux dire, il peut tout de suite avoir un peu plus de quoi se défendre, quoi, et résister. Donc ouais, non, c'est vraiment cool. Moi je l'aime bien Targnar. Il y a un petit potentiel autour, ça va faire un bon deck sympa, et ma foi, voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Ensuite on va aborder le gros morceau, Tiamat, le dragon dieu, c'est une 7-7 pour 7 mana, dont un blanc, un bleu, un noir, un rouge et un vert. Et il a le vol, et quand il arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancé, donc du coup pas de cheating, de coup de mana ici, hein, vous cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 5 cartes de dragon avec chacune des noms différents qui ne sont pas appelés Tiamat, vous les révélez et vous les mettez dans votre main, puis vous mélangez. Ok, alors du coup évidemment, quand on parle de lancer, même si vous lancez sans payer son coup de mana, ça compte, voilà, bien sûr. Derrière, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le summum de vert par exemple, lui, il met directement sur le champ de bataille. Dents et ongles, ça met également directement sur le champ de bataille, donc du coup, ça n'est pas lancé. Bref. Le blink ne comptera pas non plus, d'ailleurs. Bref. Donc, ici, on a un gros pépère dragon. On a le papa des dragons, comme on dit. Tiamat, je le trouve intéressant pour un deck dragon en général. Je pense pas que c'est un truc qui casse vraiment le... Voilà, je pense que c'est un truc qui est complémentaire avec un jeu dragon, qui, quand il va arriver en jeu, il va vous permettre d'aller récupérer du dragon que vous avez besoin en fonction de la situation. Ce qui est bien, parce que du coup, ça inclut également le fait que on puisse avoir des dragons qui sont plus utilitaires et qui permettent de répondre à une situation donnée. Donc du coup... Pardon, excusez-moi. Ça arrive. Mais du coup, j'ai l'impression en fait que Tiamat, c'est un peu le genre de commandant en fait qui va être là plus pour dire « Ok, moi je suis là pour juste t'apporter les bonnes choses au bon moment quand je serai là. » Donc voilà, il coûte très cher bien évidemment, c'est le gros problème bien sûr de Tiamat. Et je pense que derrière, ben, ça vaut toujours le coup par exemple d'avoir un moyen de le ranimer, pourquoi pas une façon de le ranimer voilà, pour le remettre en jeu, ou pour le récupérer dans votre main, pour le relancer derrière. Mais voilà, de le relancer depuis le cimetière directement, hein. C'est compliqué, mais voilà, en plus, voilà, il y a cette clause, c'est par exemple, bah voilà, si vous le remettez en jeu depuis le cimetière, malheureusement, ça ne fonctionne pas, sa capacité déclenchée. Après, ça reste un bon commandant aussi, parce que c'est une 7-7 vol, donc du coup, 7 dégâts, c'est 3 x 7, c'est 21, donc du coup, c'est les dégâts de commandant. Il a l'évasion qu'il faut, il y a du bon body, c'est intéressant. Derrière, du coup, on peut faire une comparaison avec le Dragon, qui est l'un des autres commandants 5 couleurs, et qui est probablement l'un des plus populaires en ce moment. Je veux dire, bah en fait, je pense qu'ils sont très complémentaires tous les deux, parce que Dragon, il a quand même une capacité déclenchée, quand il attaque, de poser des permanents directement en jeu, en fonction du nombre de dragons que vous avez sur le champ de bataille. Et le truc, c'est que, ben, mine de rien, Tiamat, bah, il permet d'aller vous chercher directement les bons dragons. Donc, en complément, en fait, les deux, ils vont très bien ensemble, quoi. Déjà, bah, en plus, parce que Dragon réduit le coût de Tiamat aussi, donc c'est pas mal du tout. Et bah, derrière, parce que Tiamat apporte de l'eau au moulin de leur dragon, quoi. Donc c'est vraiment intéressant, je pense qu'il y a une bonne synergie entre les deux pour un deck dragon 5 couleurs. Et je pense que les deux vont être dans le deck en même temps, quoi, voilà. Vous n'allez pas dire, ah non, je mets pas Tiamat parce qu'il y a un dragon, non, au contraire, vous allez mettre les deux ensemble, quoi. C'est bien, en fait, c'est bien. Donc vraiment, je trouve intéressant, et je pense que les joueurs de dragon, bah, ils vont s'amuser avec, quoi, c'est tout. Je pense qu'il n'y a pas plus à dire, c'est du tribal sympa, quoi. Ensuite, on a un elfe éclair, Trelasara, danseuse de la lune, pour un vert et un blanc, c'est une 2-2. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur Trelasara. Et regard 1 derrière. C'est tout.
Ok. Euh... Si vous voulez que je vous dise. Il n'y a rien à dire. Je vais pas... On a, ouais, marqueur plus 1. On retrouve encore une fois la mécanique que j'aime pas trop, c'est le fait de lier le gain de points de vie au marqueur plus 1 était là. Ok. Et c'est tout, quoi. Le commandant, il a pas vraiment de gros intérêt, il est juste dans cette lignée de commandants vraiment bizarre, où on a mis ensemble le lien de vie et le... Enfin, le gain de vie et les marqueurs plus 1 étaient là. Ouais, pourquoi pas, et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas de gros intérêt, c'est une carte assez oubliable, en fait, hein. Je vais le dire tout de suite. Je pense qu'elle est assez oubliable. Voilà, comme d'autres cartes du même genre, donc ouais. Parce qu'elle n'a pas d'évasion, elle coûte que 2, certes, mais voilà. Et vous pouvez la jouer elfe, vous pouvez la jouer claire, mais avec du vert, c'est un peu bizarre. Euh, je sais pas, vous la jouez marqueur en général, mais bon, là, il y a la notion de point de vie aussi, quoi. C'est vraiment étrange, c'est vraiment très étrange. Je pense qu'il y a des decks qui pourront l'intégrer, que ce sera une pièce assez intéressante, hein. Mais là, en tant que commandant, ouais, c'est un peu bof, quoi. Ensuite, on passe à un commandant dont on m'a beaucoup parlé. Volo, guide des monstres, un humain et sorcier 3-2 qui coûte 4 dont un vert et un bleu. Et à chaque fois que vous lancez un sort de créature qui ne partage pas un type de créature avec une créature que vous contrôlez ou une carte de créature dans votre cimetière, copiez ce sort. Du coup, vous aurez le droit à un jeton qui sera une copie. Ok, ok, bah, d'accord. J'ai pas grand chose à dire en fait. C'est ce qu'on appelle le tribal en gros. Le but c'est d'avoir un maximum de types différents en fait. Et c'est pas... Ça va être good stuff en fait, voilà, c'est semi-good stuff, voilà. C'est dingue. Il y a plein de choses à faire hein, derrière, évidemment, je suis sûr. De toute façon, c'est sûr, hein. À partir du moment où on te dit tu peux avoir une copie directement sans avoir à payer un coût supplémentaire, le seul truc que tu dois faire, c'est juste faire gaffe à ce que ce soit pas le même type qu'une autre carte que tu as déjà ou que tu as déjà en jeu ou dans le cimetière. T'es là, ok, ok, mais c'est facile à faire, c'est très facile. Et juste faire un tribal good stuff avec arriver sur le champ de bataille, parce que c'est pareil, hein. Voilà, si t'as des cartes qui font des trucs quand ils arrivent sur le champ de bataille, tu joues par exemple avec Panharmonicon à côté, t'es là, ouais, ça va quoi, hein, oh, c'est bon, hein. En plus, voilà, c'est vraiment, vraiment stupide. Le changelin ne fonctionne pas avec, bien sûr, parce que bon, le changelin il a tous les types de créatures en même temps, donc du coup, bah, techniquement, il y aura systématiquement une créature qui aura un type en commun. Donc ouais, c'est compliqué, quoi, je veux dire, pardon, c'est pas compliqué, justement, c'est un peu le bordel, plutôt. C'est pas compliqué, voilà, il faut juste faire en sorte d'avoir un deck qui soit équilibré, qu'on n'ait pas souvent le même type de créatures qui reviennent, voire même pas du tout, mais bon, en même temps, hein, des fois le good stuff nous fait amener vers certains types de créatures plus que d'autres, mais voilà, à partir du moment où vous avez du good stuff, qui avait des trucs complètement stupides, voilà, à l'arrivée en jeu, au moment où elles attaquent, ça peut être con, quoi. Ça peut être vraiment con. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Volo, en fait, il est très simple à monter, hein. Faites good stuff. C'est tout. Et derrière, on va finir avec Xanatar, baron de la guilde, un tyranneuil qui coûte 6, dont un bleu et un noir. C'est une 5-6. Au début de votre entretien, vous choisissez un adversaire ciblé. Jusqu'à la fin du tour, ce joueur ne peut pas lancer de sort. Vous pouvez regarder la carte du dessus de sa bibliothèque à tout moment. Vous pouvez jouer la carte du dessus de sa bibliothèque et vous pouvez dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour lancer des sorts de cette manière. Ok. Eh ben... ouais, j'ai pas grand chose à dire sur Xanatar en fait. C'est le deck, bah typiquement, hein, c'est le deck, bah tiens, ton deck c'est mon deck. Voilà, je te vole ton deck et moi je joue avec. Alors ici, je trouve ça assez particulier la façon dont c'est wordé en fait, puisque techniquement vous empêchez un joueur de lancer des sorts, mais vous récupérez juste les cartes du dessus de sa bibliothèque. Ce qui est assez intriguant aussi, parce que techniquement vous pouvez jouer la carte, donc du coup vous pouvez jouer les terrains au-dessus, hein. Bon, après, toujours avec les mêmes limitations, la même restriction, hein. Et derrière, bon, on a le truc classique, vous pouvez jouer les cartes, voilà, en payant le mana de la manière que vous voulez. Donc bon, c'est intéressant, c'est pas non plus stupide, il coûte cher un petit peu hein, quand même, il coûte 6, c'est un peu chéros, hein. On va se le dire tout de suite, pour un commandant qui malheureusement ne fonctionne qu'au début de notre prochain entretien, et ouais, donc c'est un petit peu compliqué aussi. Mais il y a un élément qui est intéressant en fait, c'est que vous bloquez un adversaire. Ce qui peut être suffisant en fait pour bloquer quelqu'un qui pourrait vous empêcher de jouer aussi. Voilà donc, en dehors de l'aspect je te pique ton deck, moi ce que je vois aussi c'est l'aspect
toi tu joues pas ce tour-ci tu ne fais rien, c'est mon tour, toi tu ne peux pas intervenir. Ce qui est extrêmement intéressant en fait. On dirait pas, mais ça l'est. Parce que, de manière générale, vous aurez compris qu'il y a des cartes qui permettent, qui empêchent les adversaires de ne pas jouer, de jouer pendant votre tour, du style le grand abolisseur, le grand classique, hein, en blanc. Mais ici, Xanatar, techniquement, il permet de le faire sur un seul joueur durant votre tour. C'est largement suffisant des fois. Il n'y a pas besoin de plus. Et donc, du coup, il y a peut-être quelque chose à faire aussi avec ça. Il y a un côté stratégique en bonus, quoi. Donc, ouais. Vraiment, Xanatar, c'est particulier, mais je pense qu'il y a des gens qui vont pouvoir s'éclater avec. Voilà. Le côté je te vole ton deck, je pense qu'on a suffisamment de cartes aujourd'hui qui permettent de le faire, et de faire un petit peu n'importe quoi avec tout ça, donc, voilà, amusez-vous. Alors, globalement, qu'est-ce que je pense de ces 30 commandants dans l'édition Adventures in the Forgotten Realms, aventure dans les royaumes oubliés de Donjons et Dragons. Je suis un petit peu mi-figue mi-raisin encore une fois là-dessus. C'est une édition pour le moment qui m'a pas tellement convaincu avec ses commandants. Il y a des commandants sympas, je pense qu'il y a des petits commandants sympas qui pourront très bien être pris en main par les nouveaux joueurs, par des joueurs qui veulent jouer vraiment tranquille et faire des decks à la cool. Honnêtement, je pense qu'ils vont bien s'amuser. Et derrière, j'ai cette impression en même temps que il y a quelques gros commandants qui peuvent être joués, et d'autres qui seront joués ni par les uns ni par les autres, parce que... voilà, on va peut-être se retrouver avec un deck ou deux qui vont être très fixés, très limités en fait dans les capacités d'adaptation, et en fait ça va être cette decklist-là, ce deck-là, et c'est tout, parce qu'en fait on pourra pas jouer autrement cette decklist, parce que voilà, le commandant, il est trop fixé. Il y a des commandants en plus qui sont beaucoup trop dans les mécaniques de l'extension, notamment je pense à Aventurez-vous dans le donjon, hein, classique. Mais malheureusement, je pense que c'est une mécanique, à moins qu'ils la reproduisent après, ce qui m'étonnerait énormément, alors vraiment énormément. Je pense que ça va être des cartes qui sont encore une fois assez oubliables, quoi. C'est un petit peu la même façon comme les cartes énergie qui donnaient de l'énergie ou qui utilisaient l'énergie dans Kaladesh. Un peu de la même façon. Alors évidemment, il reste encore les préconstruits. Voilà, c'est pas fini. Mais globalement, c'est vrai que c'est une mécanique qui est tellement particulière qui est pas qu'on peut pas vraiment abuser ou utiliser d'autres mécaniques en complément pour que ça fonctionne. Que du coup, je pense que ça va être un peu compliqué. Je suis pas... Alors voilà, je suis pas emballé non plus par les commandes d'extension, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de tout pour tout le monde. Ceux qui vont être très fans de Donjons et Dragons et d'extension, ils pourront trouver des choses, les nouveaux joueurs ils pourront trouver des choses, les joueurs tranquilles pourront trouver des choses, les joueurs plus experts, il y a quelques commandants qui sortent du lot. Donc voilà, et les joueurs qui aiment bien certaines stratégies très alambiquées, ils pourront aussi s'amuser. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu de tout, il y a à boire et à manger pour tout le monde, même si c'est pas l'extase non plus niveau commandeur, je veux dire, on peut pas demander à chaque fois que Wizards nous refasse de très bonnes extensions qui éclatent tout le format, parce que bon, à un moment c'est pas très sain non plus, et voilà quoi. Donc en tout cas, vraiment, je pense qu'il y a des bonnes choses. Amusez-vous, cherchez, fouinez, regardez ce qui vous intéresse, amusez-vous avec ces commandants-là, et puis voilà, on en reparle. N'hésitez pas à dire dans les commentaires du coup, qu'est-ce qui vous intéresse comme commandant, qu'est-ce que vous avez envie de jouer comme mécanique, et voilà. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour l'analyse des cartes de l'extension. Voilà. Et du coup, à la prochaine. Et le chat vous dit bye bye aussi, j'imagine. Bye bye!